dans cette dernière semaine d'audition. Attendez, laissez-moi 5 minutes, s'il vous plaît. 2 secondes. Voilà, les aléas du direct. Madame Coutinet n'a pas coupé son micro. Donc voilà, 5e semaine du vrai Ségur de la santé qui vient à son terme, le terme de 5 semaines intenses d'audition qui vont donner lieu à des propositions sur différents thèmes de la santé, propositions qui viennent de professionnels de terrain et enfin c'est la 6e en l'occurrence. J'ai un problème avec l'espace-temps. Et donc, du coup, aujourd'hui, un thème très important, le thème de l'économie de la santé. Et nous avons avec nous 2 invités de marque que je vais laisser se présenter. Donc, Madame Nathalie Coutinet, qui fait partie, entre autres, des économistes atterrés, mais pas que, et puis Monsieur Venteloup. Est-ce que Nathalie Coutinet, vous êtes Oui, disponible? excusez-moi. Non, mais je vous en prie. Alors, honneur aux Je suis dames. au travail, ça va. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je vais vous laisser vous présenter et puis ensuite, je laisserai Monsieur Venteloup se présenter également. Nathalie Coutinet, donc je suis enseignant-chercheur à l'université, économiste, et je travaille notamment sur l'industrie pharmaceutique et sur la santé, voilà, sur la politique de santé. Bonjour, Bruno Venteloup, je suis chercheur au CNRS dans un laboratoire rattaché à Aix-Marseille Université. Je fais de l'économie un peu tout azimut et depuis une bonne quinzaine d'années, je fais beaucoup d'économie du champ de la santé. Donc, très bien. Alors, qu'est-ce que vous… Alors, aujourd'hui, donc on a 1 heure, le temps est assez court. Donc, en fait, dans un premier temps, ce qui serait intéressant, c'est que vous puissiez chacun, votre tour, exposer finalement les problématiques liées à l'économie de la santé, telles que vous les percevez avec vos champs d'application, vos champs d'action. Et puis, sur le dernier temps de cette heure, on va dire le dernier quart d'heure, il y aura des questions possiblement, puis surtout, on vous demandera d'être force de proposition. Voilà. Donc, qu'est-ce que finalement pour vous, l'économie de la santé? Quels sont les tenants et les aboutissants? À vous de nous le dire. C'est difficile de définir l'économie de la santé. C'est un champ particulier d'études de l'économie où on va s'intéresser en particulier aux politiques économiques qui sont mises en œuvre. Moi, je fais ce qu'on appelle de l'économie politique de la santé, c'est-à-dire que j'inscris ça dans les politiques qui sont menées par les différents acteurs et les transformations qui sont les conséquences des politiques menées. Et moi, je travaille, donc vous l'avez dit, j'ai entendu que j'étais effectivement aux économistes atterrés. Donc, on a une démarche qu'on appelle une démarche hétérodoxe, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'inscrire nécessairement dans l'idéologie dominante, qui est une idéologie libérale, voire néolibérale. Alors, moi, j'avais préparé des slides, mais bon, ce n'est pas forcément indispensable, mais moi, l'intervention que je voulais faire, elle était un peu en 3 temps. Alors, évidemment, le temps est court, donc j'ai sélectionné un peu les points. Pour moi, il y a 3 champs particulièrement importants aujourd'hui. Il y a évidemment le champ de l'hôpital public, enfin de l'hôpital, mais en particulier de l'hôpital public. Éventuellement, je pourrais développer. Le deuxième champ, pour moi, extrêmement important, c'est l'évolution du financement des soins. Avec une arrivée très importante du financement privé des soins via les complémentaires, donc les assurances complémentaires. Et puis, le troisième point qui moi, m'intéresse et me pose question, c'est la question du médicament. Donc, la question qui est liée, c'est-à-dire prix et brevet, quoi. Prix, brevet, accès au traitement. Voilà un peu pour moi les 3 axes que je voulais développer aujourd'hui. Peut-être vous pouvez commencer.
à développer ces 3 champs. Et puis, Monsieur Venteloup, vous prendrez la suite, ça vous convient? Et Oui. puis, vous pouvez aussi intervenir, hein, vous interpeller si ça vous semble utile. C'est Moi, votre heure. ouais. De mon côté, j'aimerais bien quand même vous présenter quelques slides parce que j'ai des choses qui me tiennent à cœur. Et en fait, j'ai présenté, j'avais choisi un angle de présentation qui supposait justement que j'utilise des graphiques ou voilà donc mais Nathalie peut parler, je parlerai après. Et il faudra penser à me donner la main simplement pour les slides là, parce que je vois que Vous êtes j'ai pas l'outil pour partager l'écran. Vous êtes co-animateur, donc a priori, vous Ah pouvez bon, le faire. ok. Moi aussi, Vous je pouvez- peux, parce que moi aussi, j'ai préparé des slides. Alors, je ne sais pas si vous êtes co-animateur. Non, Eh moi, bien, j'ai si vous non. êtes co-animateur aussi, donc vous pouvez. Bah, il y You're a écrit welcome. l'animateur a désactivé le partage d'écran. Ah, alors attendez. A priori, vous pouvez. Hein. Essayez de le faire. Tentez de le faire. Alors, moi, je suis... Alors, il me dit un à la fois peut le faire, mais est-ce que pour... Eh bien, vous le faites un à la fois. Madame Coutinet, moi, je vous propose de commencer. Voilà, il est midi 22. Cool. Allez-y. Non, mais moi, il me dit... Moi, je pense Ah, ça y que est, ça y est. hôte, c'est pas la même chose qu'animateur. C'est pas, nous, D'accord. on a un statut de co-hôte et pas D'accord. de Ok. co-animateur. Si, regardez, ça marche. Ça marche? C'est madame, madame, santé en danger, c'est vous, madame Coutinet, Oui, c'est là? moi. Oui, c'est Eh moi. ben voilà, super. Allons-y donc. On a acquis une compétence forte dans ces outils maintenant. Et puis moi, je suis pas très bonne, donc allez-y. Alors, voilà, pour moi, le point de départ, c'est effectivement le début des années 80, quand les pouvoirs publics vont chercher à contrôler Attendez, je vais juste fermer ma porte parce qu'il y a plein d'étudiants dans le couloir qui font du bruit. Ils sont vraiment pas très disciplinés, ces étudiants. Hein. Va falloir les mettre au pas. Hein. L'étudiant est bruyant. Donc, voilà, l'idée, c'est que les pouvoirs publics ont cherché à contrôler la croissance de la consommation de la CSBM, hein, la consommation de soins et de biens médicaux, qui avait fortement augmenté dans la période précédente. Et pour satisfaire cet objectif, il y a différentes réformes qui vont être mises en place, des réformes qui portent sur l'hôpital, des réformes qui portent aussi sur l'augmentation du financement privé, et puis avec un aspect médicament qui vient ensuite. Alors, si on regarde comment évolue la consommation de biens et de soins médicaux, on voit que la croissance a fortement ralenti, hein, c'est le trait noir qui nous intéresse hein, en valeur, avec le petit point ici, le bleu, là, c'est l'hôpital. Hein, et on voit que la part des dépenses hospitalières publiques, hein, elles ont tendance à se réduire. Ici, on voit en 2018, en 2017, par rapport à ce que ça peut être précédemment. Et ça, c'est quelque chose qu'on revoit aussi si on regarde l'évolution des dépenses hospitalières au regard de l'évolution des dépenses privées, notamment des dépenses de ville. On voit qu'on va comprimer hein, principalement l'hôpital. Et donc, dans un premier temps, les réformes, elles ont surtout porté pour l'hôpital public parce que, évidemment, c'est plus facile hein, de faire peser les réformes sur l'hôpital public plutôt que la médecine libérale qui constitue une force politique importante. Avec, je vais vite, hein, mais je pense que vous connaissez tout ça, avec évidemment l'arrivée de la T2A hein, à l'hôpital, T2A qui représente aujourd'hui près de 70% des ressources des hôpitaux publics et qui s'applique pour toutes les activités de médecine, de chirurgie, d'obstétrique et d'oncologie. Et on voit arriver maintenant même la T2A dans le domaine de la psychiatrie, par exemple. Alors, cette T2A, elle a eu un effet pervers, hein, enfin, elle a plusieurs effets pervers. Alors, j'en ai listé quelques-uns, mais je pense que là aussi, vous les connaissez. Hein. C'est une course à la rentabilité, c'est une spécialisation sur les spécialités les plus rentables, hein, les plus rémunératrices, avec une tendance à la fermeture de lits dans les spécialités des moins rentables.
Et une sélection aussi des patients plutôt à choisir hein, dans les codes de T2A, les GHS les plus élevés. Et du coup, ça a eu tendance plutôt à augmenter les dépenses hospitalières finalement, donc il y a un effet en plus pervers plutôt que de les réduire, ce qui était l'objectif au départ. Est-ce que je me permets juste de vous couper? Pourquoi ça a été fait? Pourquoi ça a été mis en place, ça? Par qui? Alors, la T2A elle a été mise en place avec l'idée libérale, hein, qui est ce qu'on appelle le New Management Public, le nouveau management public, le New Public Management, avec l'idée que si on donne à l'hôpital public et de manière plus générale d'ailleurs aux structures publiques des modes de gestion inspirés du privé ou calqués sur celle du privé, eh bien, on va améliorer le fonctionnement, on va mieux rationaliser les dépenses, etc. Donc, en fait, et on a ça dans d'autres champs, hein, l'université par exemple, où voilà, il faut s'inspirer des logiques de gestion privée et les appliquer dans le public. Alors, évidemment, avec une difficulté, c'est qu'il n'y a pas de vente en fait réelle de produits. C'est-à-dire que l'hôpital, il produit des soins, mais il ne vend pas du soin. Et du coup, évidemment, il faut définir des tarifs qui n'existent pas, construire comme ça un certain nombre de choses. Et puis, ces tarifs, ils sont, autant ils peuvent être à peu près cohérents pour l'orthopédie, par exemple. Hein, pour la chirurgie orthopédique, bon, on fait des actes, on peut estimer le coût de ces actes. Mais c'est beaucoup plus complexe pour la psychiatrie, les maladies chroniques, les malades qui ont plusieurs pathologies différentes. Et donc, le fait d'instaurer cette T2A dans l'ensemble, finalement, du champ de l'hôpital a eu des effets délétères hein, très importants. D'abord, il faut faire des économies. Donc, on fait des économies sur le personnel soignant en particulier. Donc, on sait très bien aujourd'hui à quel point ça a augmenté la souffrance au travail des soignants. Ça a aussi poussé les patients à faire sortir les patients le plus rapidement possible de l'hôpital, avec aussi des effets pervers si en plus on joint ça avec les déserts médicaux, etc. Donc, voilà, tous ces effets délétères de la T2A, ils sont maintenant extrêmement bien connus. D'ailleurs, le gouvernement avait même dit qu'il allait remplacer la T2A ou trouver une autre modalité de financement à côté de la T2A. Et pour le moment, on voit que c'est quand même toujours la T2A qui reste majoritaire. Même s'il y a des petits aménagements pour les maladies chroniques, il y a aussi un financement populationnel qui est arrivé dans la loi de finances de cette année. Malgré tout, ça reste la T2A qui est le mode de financement principal de l'hôpital public. Juste pour savoir, il n'y a jamais eu d'évaluation de cette mise en place de cette fameuse T2A, c'est-à-dire qu'on a mis en place quelque chose sans évaluation à 3, 4, 5 ans. À aucun moment, on a remis en cause ce système qui finalement, si je vous comprends bien, dit il n'y a pas de rentabilité possible dans les soins. Alors, il y a de la rentabilité, enfin, c'est une rentabilité de toute façon complètement construite, puisqu'on ne vend pas. Donc, on va attribuer un prix à partir, disons, du coût de production ou du coût de production que l'État, finalement, juge le bon coût de production. On va dire aux hôpitaux, maintenant, vous vous calez, finalement, sur ce coût de production qui va être le coût auquel vous allez être finalement rémunéré. Mais c'est arbitraire. Ça, une partie arbitraire. Et puis, il n'y a pas de marché. C'est-à-dire que ce n'est pas un marché sur lequel on aurait des hôpitaux qui vendraient du soin. Et puis, le plus efficace serait celui qui allie la meilleure qualité au meilleur prix. Il n'y a pas cette notion-là, finalement. Ce n'est pas possible, ça, pour l'hôpital public. Donc, forcément, il y a un côté totalement arbitraire. Et le problème majeur, d'ailleurs, c'est même pas en soi forcément la T2A, c'est que les tarifs de la T2A ont baissé depuis qu'elle a été instaurée. Donc, il y a aussi une baisse des tarifs de la T2A qui fait que les hôpitaux sont de moins en moins bien rémunérés pour les actes qu'ils font et qui sont parfois même rémunérés en dessous de leur coût de production. Et donc, du coup, on va construire du déficit parce qu'on ne rémunère pas assez, on ne finance pas suffisamment les actes, sans compter qu'en plus, il y a des missions qu'a à remplir l'hôpital public
qui sont là aussi rémunérés ou budgétisés à un coût, enfin un financement inférieur au coût pour l'hôpital. On sait très bien, c'est le cas des urgences, mais c'est aussi d'une certaine manière la réanimation qui est pas suffisamment valorisée dans la T2A, ce qui aussi conduit finalement les hôpitaux à fermer des lits quand les services ne sont pas rentables et à les conserver là où ils sont le plus rentables. Donc en réa, effectivement, on a perdu des lits, etc. Donc voilà, c'est un biais. Et comme on contraint les hôpitaux à être rentables, les hôpitaux se débrouillent pour l'être dans un contexte assez complexe. Et puis, on a rajouté à la T2A l'ONDAM. Alors, l'ONDAM, donc l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, l'ONDAM qui n'est pas un plafond, mais qui est quand même un objectif. Donc, je pense que vous connaissez, je ne développe pas beaucoup, mais si on regarde ici, par exemple, l'évolution de l'ONDAM depuis 1997, avec le premier histogramme ici, c'est l'ONDAM voté, et puis de l'autre côté, c'est l'ONDAM réalisé. Alors, on voit bien qu'au début, les ONDAM réalisés ont dépassé largement les ONDAM votés, mais qu'ensuite, la tendance a plutôt s'inverse. Et que dans plusieurs années, on a une sous-réalisation finalement de l'ONDAM. Ça veut dire qu'on a vraiment contraint le secteur. Alors là, c'est l'ONDAM en général, hein, mais on voit bien qu'on a poussé les dépenses, les économies, même au-delà de ce que la loi de finances avait voté. Et pour 2020, alors, je me suis arrêtée avant Covid, hein, parce qu'évidemment, après, avec le Covid, toutes ces tendances sont complètement différentes et les objectifs sont différents. Mais on voit qu'en 2020, on avait une hausse de l'ONDAM de 2,3%, ce qui obligeait 4 milliards d'économies. Déjà, et si on regarde l'ONDAM, on voit que dans le détail, donc on a un ONDAM soins de ville, un ONDAM hospitalier, et puis ensuite, c'est les deux qui vont m'intéresser ici. On voit que l'ONDAM soins de ville augmente plus que l'ONDAM hospitalier. Alors, excusez-moi, mais on est très loin du quoi qu'il en coûte. Alors, c'est avant Covid. Hein. Pardon. C'est avant Covid. Et ça, c'est les projections. Et après, il y a des grandes manifestations. Donc, on est toujours avant Covid. Hein, et on a une modification. Donc, ça, c'est ce qui était prévu. Et puis, après les manifestations des soignants, on a donc une augmentation de l'ONDAM de 0,3. Et en fait, ça consiste juste à ramener l'ONDAM hôpital au niveau de l'ONDAM ville. Donc, en fait, ce n'est pas un grand plan pour l'hôpital. Alors là, je me situe toujours avant Covid, mais je ne vais pas vraiment développer. Alors, c'est des choix politiques, hein, puisque l'ONDAM voté, même à 2,45 pour 2020, il est en deçà des 4,4 que la Commission des comptes de la sécurité sociale estime nécessaire pour faire face à l'évolution des dépenses. Donc, ça veut dire 4,2 milliards d'économies en 2020. Donc, un sous-financement au regard des besoins avant la crise sanitaire. Et puis, on a une réduction de ce que je vous disais de la T2A en 9 ans. La T2A a baissé de 5%. Les tarifs de la T2A ont baissé. Donc, il n'y a donc pas de volonté politique. Ah là, non. Là, avant la crise sanitaire, non. Donc, moi, j'ai mis mes propositions à la suite. Hein, donc, mes premières propositions sur l'hôpital public, c'est évidemment de revoir ses financements et de stopper les fermetures de lits, de revoir aussi les modalités de gouvernance de l'hôpital. Donc là, j'en ai pas parlé, mais il y aurait beaucoup à dire. De faire le choix du public plutôt que le privé qui exerce une pression concurrentielle sur l'hôpital public. On pourra éventuellement en répondre dans les questions. Revoir aussi réellement la rémunération des soignants afin que les conditions de travail s'améliorent et que les soignants restent à l'hôpital. Et puis, plus généralement, hein, la question de l'hôpital, ça fait aussi appel à la question de la permanence des soins, à la question des déserts médicaux. Donc, c'est finalement l'ensemble de l'architecture du système de santé qui doit être réfléchi.
l'hôpital n'étant qu'un élément parmi la médecine de ville, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont au milieu. Alors, pour moi, le deuxième point important, c'est l'évolution du financement avec une arrivée massive du financement via les complémentaires, donc qui sont passés en 85,3% de financement des dépenses de santé à 13,3% en 2015. Donc, ce financement privé des dépenses de santé, il conduit à des inégalités d'accès aux soins et puis, du coup, à des mesures correctrices, alors, CMUC, ASC et maintenant CSS. Alors, voilà comment évolue la structure des dépenses. On voit ce qui est pris en charge finalement par la sécurité sociale. Bon, c'est surtout les soins hospitaliers qui constituent la plupart des dépenses de la sécurité sociale. Et on voit qu'en revanche, les complémentaires, elles interviennent ici sur autre chose, c'est-à-dire sur c'est les orange, je croyais que c'est les médicaments, 18, c'est les frais dentaires, 15, c'est les médecins et sages-femmes. Donc, on voit que la médecine de ville, eh bien aujourd'hui, elle est quand même largement financée par les OCAM. Donc, ça, c'est les postes de financement de la sécurité sociale avec un financement important des soins hospitaliers, mais moins important de la médecine de ville. Et puis là, l'optique est ici. Donc, on voit quand on est sur les autres biens médicaux, y compris l'optique, on a un financement de la sécurité sociale qui est inférieur à la moitié du coût de ces soins. On voit également ici l'évolution, ce que versent les complémentaires par poste. Alors, ce n'est pas tout à fait les mêmes chiffres, mais on voit que sur certains soins, ça c'est évidemment l'optique et le dentaire, on voit bien que les financements sont largement réalisés par les complémentaires. On retrouve Nathalie, oui. Excusez-moi, parce que je vais mettre du temps. Juste pour savoir pour combien de temps encore vous en avez pour pouvoir ensuite peut-être passer la parole à Monsieur Ventoux. Ça va être très rapide. Voilà. Ok, donc, super. C'est pour bien qu'il y ait le temps. Je vous en prie, continuez. Juste montrer que cette couverture complémentaire, elle est inégalitaire. Et du coup, les études qu'on a faites et que d'autres font, notamment l'IRDES, montrent que finalement, la complémentaire, elle reproduit les inégalités du marché du travail. C'est-à-dire que mieux on est inséré, mieux on est couvert, et moins bien on est inséré, moins on est couvert, avec un problème particulier pour les retraités. Et que ces mauvaises couvertures, ça conduit à un renoncement aux soins important. Alors, il y a différentes raisons du renoncement aux soins, mais il y a aussi un renoncement pour des raisons financières. Et on va vers un système à 3 piliers, avec une couverture universelle, donc avec un panier de soins remboursé, mais le panier de soins, il a tendance à baisser et à réduire au fur et à mesure des réformes, des complémentaires qui prennent en charge une partie, et puis ce qu'on voit de plus en plus arriver, c'est des surcomplémentaires ou des supplémentaires qui viennent prendre en charge ce que les deux autres piliers ne financent pas. C'est les options facultatives pour les complémentaires d'entreprise, par exemple. Et donc, ma deuxième proposition, c'est de revenir à un financement des soins par la sécurité sociale via la définition d'un panier de soins plus large, ce qui implique évidemment aussi de revoir les dépassements d'honoraires, et puis de réfléchir à la généralisation de la complémentaire d'entreprise, puisque aujourd'hui, elle ne concerne que les salariés du privé, pas les salariés du public. L'État s'applique rarement à lui-même ce qu'il impose aux autres. Et puis, quid des étudiants, des retraités, des chômeurs qui n'ont pas accès à des contrats collectifs qui sont mieux-disants que les contrats individuels ou pas de contrats du tout. Puis, mon troisième point, c'est le médicament. Vous voyez, je vais vite finir. Le médicament, donc le problème part pour moi des accords de la signature des accords à l'OMC, des accords qui couvrent la propriété intellectuelle, accords qui ont largement compliqué l'accès au traitement. Alors, dans les pays à faible revenu, évidemment, on l'a vu avec le vaccin Covid, mais aussi et de plus en plus dans les pays à revenus intermédiaires ou à revenus élevés. Et ceci dans un contexte où l'innovation thérapeutique, elle est largement financée par les pouvoirs publics et où les prix des traitements augmentent fortement.
Alors, ce qui conduit à une forte rentabilité des laboratoires pharmaceutiques, hein, quelques exemples, hein, je ne sais pas, sur leur chiffre d'affaires hein, qui a été multiplié par 2 entre 1997 et 2017, avec des distributions de dividendes records ici, hein, avec des sommes payées par la sécurité sociale. Alors, ce n'est pas très visible mon truc, hein, mais c'est mince. Ça, c'est ce que la sécurité sociale verse pour les 10 médicaments les plus chers. Et puis là-haut, là, bon, bah, j'avais la même chose, mais je n'arrive pas à le montrer. Bon, ça, c'est les laboratoires qui bénéficient le plus. Et donc, ma troisième proposition, revoir les modalités de fixation des prix et les brevets, instituer un pôle public du médicament pour les molécules d'intérêt thérapeutique majeur et instaurer la transparence dans les financements publics à la recherche pharmaceutique. Voilà, j'ai fini. Alors là, bravo. Je vous dis bravo. Il y a quand même pas mal de propositions. Peut-être qu'à la fin de cette intervention, peut-être en dégager des prioritaires. Mais bon, je vais laisser la parole à Monsieur Ventoux. Je crois que vous avez beaucoup de sujets en commun. Hein. Donc, je vous laisse… On se connaît d'ailleurs. Hein. Bah, c'est parfait. Voilà, je vous laisse développer. Alors, je ne sais pas comment… Je vais arrêter, moi, mon partage. Hein. Je compte sur vous. Hein. Voilà. Voilà. À vous de jouer, Monsieur Ventoux. Est-ce que vous voyez mes slides? Non. Alors, partagez. Hop, et là. Ça va commencer. Ouais, ça y est. Bravo. Allez-y. Alors, je vais passer très vite, hein, mais l'idée, moi, je vais parler du point de vue, on va dire, de l'économiste académique qui veut quand même défendre sa discipline. Et le message, je me suis dit, bon, c'est pas d'ailleurs la première fois, mais je suis devant des professionnels de santé, je vais quand même un peu défendre le point de vue, le regard de l'économiste et dire ce qu'il peut apporter dans le système de santé. Peut-être pour quand même contrer des idées reçues et il ne faut pas confondre la façon dont les économistes parlent, académiques, et la façon dont ensuite le discours est utilisé par différentes institutions, etc. Au passage, d'ailleurs, je précise aussi, autant, par exemple, sur l'Ondam, je converge complètement avec Nathalie sur l'idée que c'est vraiment une absurdité. Sur la tarification à l'activité, là encore, j'ai pas forcément le même point de vue. C'est pas un système qui est mauvais en soi. C'est la façon dont il est appliqué et notamment la façon dont les prix sont formés, les indemnisations par GHM, où justement en fait c'est pas arbitraire. Il y a ce qu'on appelle des hôpitaux échantillons qui participent à l'étude de coûts et qui aide à générer le système de prix qui va ensuite être envoyé aux hôpitaux de France et de Navarre. Or, ces hôpitaux échantillons sont particulièrement spécifiques et probablement c'est là qu'il y a un problème. Et puis, il y a aussi un problème dans la façon dont ensuite, il faut aussi découper le produit hospitalier de façon un peu intelligente. Et là, je ne suis pas sûr qu'actuellement, il soit découpé de façon intelligente. En tous les cas, voilà, c'est quelque chose d'un peu provoquant pour vous dire que moi, par exemple, je ne suis pas forcément opposé à la tarification à l'activité. Et qui derrière il y a une réflexion d'économiste qui peut quand même très bien la défendre. C'est plutôt dans la façon dont c'est utilisé qu'il y a un problème. Donc je vous passe simplement très vite certaines diapos pour aller peut-être à l'essentiel. Qui est plutôt à la fin, comme souvent. Donc, en fait, généralement, il y a une confusion sur le terme économie de la santé. On a l'impression que l'économiste veut faire des économies à la sécurité sociale. Alors, c'est pas du tout ça. Ce serait une erreur. Qu'est-ce que c'est que l'économie? Alors, je fais la définition un peu savante, lourde et rébarbative. Hein. C'est la science de l'allocation des biens rares à des usages alternatifs. Une façon de réduire ça à quelque chose d'un peu plus compréhensible, c'est en fait une science des choix. C'est la discipline qui s'intéresse à la façon dont les gens forment leurs choix. Et comment ça s'applique dans le domaine de la santé? On va regarder comment on va étudier et comprendre
le choix des agents microéconomiques. Donc, l'économie de la santé, il y a tout un champ de l'analyse économique qui s'intéresse au choix et aux décisions des agents, que ce soit les patients ou les offreurs de soins. Et là, on va appliquer des outils de la théorie économique pour mieux comprendre ces choix-là. D'ailleurs, on peut être orthodoxe ou hétérodoxe, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une lecture du schéma décisionnel des agents qui n'est pas forcément celui de la microéconomie la plus standard, et l'appliquer malgré tout avec un regard hétérodoxe. Et ça, on fera aussi de l'économie de la santé. Et puis aussi, on s'intéresse à comprendre et éclairer les choix des gouvernements. Notamment en matière de santé. Alors, je vous fais remarquer qu'on pourrait faire un parallèle. On parle d'économie de la santé, on parle aussi d'économie de l'environnement, économie du sport. Et là, ce sera la même chose. Si on fait de l'économie du sport, on va s'intéresser à étudier et comprendre les choix des agents en matière, par exemple, de pratiques sportives. Et puis, on va aussi essayer d'orienter les choix des gouvernements en matière de politique du sport. Ceci dit, vous voyez bien, quand on parle d'économie du sport, personne ne voit l'idée qu'on veut faire des économies au sport, ou à l'environnement, ou à la famille. On voit bien que quand on parle de l'économie d'un champ, c'est pas forcément nécessairement faire des économies dans ce champ. Bon, et je vais y revenir plus tard. Alors, en fait, quand on fait de l'économie, en fait, on peut éventuellement, là j'ai déjà défini, on peut s'intéresser aux agents ou aux gouvernants. Et puis, en fait, on peut avoir deux objectifs dans l'analyse, plutôt faire de l'économie positive, donc décrire ce qui est, et en médecine, ça correspondrait plutôt à l'étape diagnostique. Et puis, on peut aussi avoir envie de faire de l'économie normative, c'est-à-dire décrire ce qui devrait être. Et là, c'est plutôt en médecine l'étape où on décide du traitement et on fait la prescription. Et j'avais prévu, je ne sais pas si je les tiendrai, mais j'avais prévu de vous donner des exemples d'analyse économique dans ces 4 champs pour varier les plaisirs et puis pour vous montrer qu'il y avait une certaine cohérence. Je ne sais pas si je ferai les 4. Donc, le premier champ sur lequel je voudrais m'intéresser, c'est les choix des agents, des patients. Et en fait, partir du fait stylisé très fort, hein, c'est que du gradient social de santé. Quand on regarde les chiffres, ça c'est les derniers chiffres de l'INSEE, il se trouve qu'il y a un gradient social de la qualité de vie en santé, et notamment de l'espérance de vie. Là, je fournis les derniers chiffres. Vous voyez que quand on est, alors mettons un niveau de diplôme violet, le brevet, le CE, et le certificat du collège, vous passez, quand vous êtes dans le premier quartile de revenus en France, vous avez une espérance de vie qui est réduite par rapport au dernier quartile, donc 3 500 €, qui passe environ de 40 à 45, donc vous avez 6 ans d'écart de vie, 45,9, 6 ans d'écart de vie, d'espérance de vie en fonction de vos niveaux de revenus en France. Alors, quand on est économiste, on s'intéresse, c'est quelque chose qui étonne et sur lequel on veut faire porter des analyses. On s'intéresse par exemple à l'hypothèse qui pourrait venir en premier, qui est le renoncement pour raison financière, quelque chose qui a avancé assez fréquemment. Alors, on a regardé ça plus en finement, on a publié ça dans le Lancet en 2016. C'était un numéro spécial dédié au système de santé. C'est quelque chose auquel on peut se référer, au système de santé français. On a regardé les restes à charge, là je vais rejoindre ce que Nathalie disait tout à l'heure, on a regardé les restes à charge par décile de revenus. Et on se rend compte que les restes à charge par décile de revenus, ils sont quand même très très bien contrôlés pour les déciles les plus pauvres de la population française. Vous voyez que il reste un montant à payer ces soins quand on est dans les déciles 1 et 2, donc les personnes les plus pauvres, les 20% les plus pauvres, qui est quand même très petit. Et ça, c'est un des grands succès du système de santé français, c'est d'avoir complètement éliminé, ou presque complètement éliminé, les restes à charge du système de soins, notamment pour les plus pauvres. On voit au passage que le système complémentaire, hein, la fameuse couverture maladie complémentaire, elle n'est pas du tout redistributive.
Et que ça, c'est sans doute un problème, c'est que alors que l'assurance maladie obligatoire, vous voyez, hein, du décile 1 qui finance, 5 230 € sont financés par l'assurance maladie obligatoire. Vous voyez que dans les déciles les plus riches, D6, D7, D8, c'est plutôt autour de 3005. Donc, il y a une vraie massive… le système de santé est redistributif des riches vers les pauvres en France grâce à l'intervention de l'assurance publique obligatoire. Cependant, l'assurance complémentaire, elle ne redistribue pas du tout. Hein, elle est plutôt stable. Vous voyez qu'on est toujours autour de 700, quel que soit le niveau de décile de revenus des agents français. Donc là, ce système-là, c'est une couche supplémentaire dans l'assurance santé en France qui n'est pas du tout redistributif. Alors, j'en reviens à mes histoires de renoncement financier. Pour raisons financières. Donc, si c'est un succès, pour autant, ça n'élimine pas le fait du gradient social de santé. Et donc, on peut s'intéresser à d'autres déterminants sociaux des inégalités de santé. Et sans doute, il faut trouver les raisons de cette inégalité d'espérance de vie ailleurs que dans le renoncement pour raisons financières, puisque justement, il est quasiment inexistant en France. Alors, il y a évidemment tout un accès à la prévention qui est socialement déterminé. Hein, et on sait, par exemple, que les catégories populaires fument plus, boivent plus, et que ce n'est pas inscrit dans leur gène. Hein, c'est que simplement le système est moins à même de faire porter l'effort de prévention vers ces catégories populaires. Et puis, alors, un autre truc, là, j'ai fait la métropole lyonnaise, mais j'aurais pu justifier ça, c'est si on s'intéresse, par exemple, à la corrélation entre l'origine sociale, le gradient social, le lieu d'habitat et les pollutions environnementales. Eh bien, on constate, vous voyez, à l'Est, pour faire vite, comme beaucoup de villes en Europe, les pauvres vivent à l'Est des villes et c'est aussi l'endroit où il y a le plus de pollution. Voilà, vous pouvez prendre la région parisienne, il y a la même chose, à Bordeaux c'est pareil, et donc là encore, il y a une inégalité sociale environnementale qui est sans doute beaucoup plus parlante et déterminante des inégalités sociales de santé que le renoncement aux soins pour raisons financières. Alors, un deuxième exemple que je voulais prendre, qui est dans le bas du tableau, quelque chose d'un peu plus normatif, où l'économie s'intéresse au choix des agents, c'est le choix d'installation des médecins. Alors là, c'est le médecin généraliste libéraux. Ce choix d'installation pour les médecins généralistes, c'est très important parce qu'on sait que avoir un bon accès à son médecin de premier recours, c'est une garantie d'utilisation efficace de tout le système. Or, si on commence à créer des inégalités d'accès aux soins de premier recours, on crée aussi beaucoup d'inefficience dans tout le système. Donc là, on sait, ça je pense que je ne vous l'apprends pas, quand on regarde, il y a ce qu'on appelle l'héliotropisme. Hein, les médecins ont tendance à s'installer là où il y a beaucoup de jours d'ensoleillement. Alors, quand on est économiste, justement, on s'intéresse par exemple finement au choix d'installation des médecins et aux déterminants comportementaux du choix d'installation des médecins. Là, j'ai cité un article. Là, ils utilisent une variable. D'ailleurs, le jour d'ensoleillement dans la région est bien plus prédictrice que toute autre chose. C'est les primes à l'installation dont les médecins peuvent bénéficier s'ils s'installent en zone sous-dense. Donc, on voit que ça, c'est peanuts, ça compte très peu dans les décisions des médecins quand on les analyse finement avec des décisions. Là, ils ont analysé 9000 décisions avec de l'économétrie d'installation de choix de médecins généralistes. Donc, les incitations financières, ça compte très peu. Et par contre, il y a d'autres déterminants très forts. Nous, on a depuis, c'est une création marseillaise, donc j'en profite, on a créé un panel de médecins généralistes qui est maintenant financé par le ministère de la Santé et on suit entre 2000 et 3000 médecins depuis 15 ans, un panel de médecins généralistes.
quand on leur demande quels sont les déterminants, alors là c'est du déclaratif, hein, quels seraient les déterminants de leur choix d'installation, des motivations du choix d'installation, ben, on retrouve le résultat de mes collègues, hein, tout en bas, les aides logistiques et financières, ça compte très peu, hein, vous voyez, les barres c'est tout petit. Par contre, la présence de l'offre de soins dans le secteur en général, spécialiste, pharmacien, ça compte beaucoup. La possibilité de créer ou d'intégrer un regroupement de professionnels de santé, ça compte beaucoup. Et vous voyez que ça compte beaucoup plus chez les jeunes. Il y a un gradient de long de l'âge de l'importance de cette réponse. Les jeunes veulent travailler en maison de santé pluriprofessionnelle. J'ose pas vous interrompre, hein, je suis désolée, mais justement sur cette question, la fameuse question des jeunes, cette fameuse question de la génération Z, est-ce que vous avez pensé cette nouvelle génération et quelles seraient les propositions pour s'adapter à cette nouvelle génération, puisque les plus vieux n'ont pas les mêmes aspirations que ben là, clairement, on voit que autant d'ailleurs, vous voyez, le gradient d'âge, il n'est pas très net sur présence de l'offre de soins en général, spécialiste pharmacien. Là, il n'y a pas une grosse différence selon de l'âge. Là, vous voyez qu'il y a une très grosse différence sur la variable, on va dire MSP, hein, le fait de pouvoir travailler en maison de santé pluriprofessionnelle. Et ça a l'air d'être une réponse qui séduit les jeunes, hein, de travailler en collectif. la génération Z, il faut leur proposer des maisons de santé, mais pas aux vieux. Alors, je sais pas ce que ça donnera en termes de qualité des soins. Alors, justement, c'est ma diapo d'après, j'y vais. En fait, alors avec une étudiante, on a étudié, on a essayé d'évaluer un petit peu ce qui se passait en termes de qualité des soins dans les maisons de santé pluriprofessionnelles, et on avait l'opportunité avec le confinement d'observer des comportements de réaction des médecins face au confinement. Et le titre, ça s'appelle United We Can Be Stronger. L'idée, c'est comment ils ont pu réagir au confinement à partir du moment où ils étaient en MSP. Mais on voit que ça fait une vraie différence, hein. Par exemple, alors c'était sur le management des maladies chroniques, la capacité du médecin pendant la période de lockdown à gérer dans sa liste de patients ces malades ALD, pour faire vite, hein. Et en fait, on se rend compte que les médecins en MSP, ils ont beaucoup moins fermé. Ils ont eu une réduction de 45% inférieure de leur activité de visite pour les complications de maladies chroniques. Ils ont réussi à rester plus ouverts. Et même, on leur avait aussi posé une question sur une démarche proactive de contact de leurs patients pendant le premier confinement. Et bien là aussi, les MSP, les médecins pratiquant un MSP ont eu 13% de suivi proactif en plus par rapport aux médecins non en MSP. Ouais, ça c'est un jeu. Là encore, c'est pas pour la beauté des résultats, c'est plutôt pour vous montrer que l'économie, ça sert à ça aussi, à faire des analyses assez fines. C'est objective. Et montrer éventuellement le plus-value de certaines organisations institutionnelles par rapport à d'autres. Donc la MSP, du point de vue de l'activité des médecins pendant le confinement, c'est quelque chose de bon. Ceci dit, on a d'autres analyses qui montrent que les MSP en temps normal, c'est pas forcément un delta très important pour la qualité des soins, notamment un certain nombre d'autres variables qu'on pourrait mettre comme des indicateurs de qualité de soins, de bon suivi des patients. En temps normal. Ceci dit, là on a un résultat en temps de crise. Allez, je vais aller vite à mon point. Bon, ça c'est encore un autre exemple, une illustration 3. C'est intéressant de regarder ça, c'est-à-dire là on a en abscisse le volume des dépenses de santé par habitant, et en ordonnée, on a, alors on va dire un indicateur de qualité des systèmes de santé. Là, il est très rude, très cru, c'est pas un très bon indicateur, c'est l'espérance de vie. En plus, c'est l'espérance de vie à la naissance. Donc, mais simplement ce genre de graphique est parlant. Qu'est-ce qu'on voit en fait? Qu'est-ce que c'est que la courbe en vert? C'est une sorte de courbe enveloppe, c'est-à-dire c'est les pays qui font le mieux, c'est-à-dire pour un montant de dépenses de santé donné, qui obtiennent un allongement ou une espérance de vie de leur population
la meilleure, d'accord? Donc ça, il faut penser les choses. Et puis, quand on regarde les pays qui sont en dessous de la courbe enveloppe, eh ben, en fait, c'est des pays qui, pour leur niveau de dépenses de santé, font moins bien que les autres du point de vue de l'indicateur qui est considéré. Je dis, je ne me battrai pas sur l'indicateur parce on peut faire beaucoup mieux et on fait beaucoup mieux. Vous voyez, par exemple, que les États-Unis, bah, c'est catastrophique. Ils ont une dépense de santé très élevée hein, par habitant et ils ont un résultat d'espérance de vie à la naissance qui est catastrophique, enfin qui est pas du tout bon. Il devrait, normalement, la flèche en verte, là, elle nous dit l'écart d'inefficience du système de santé américain. Alors, si maintenant on fait de l'analyse, alors là, sur 137 pays tout azimut, on peut s'intéresser à cet écart. Qu'est-ce qui explique cet écart? Alors là, c'est dans une optique très pays en développement. Hein. En fait, ils ont essayé de corréler cet écart. Donc, c'est des années de vie perdues, cet écart. Hein. C'est quand même, on parle de mortalité prématurée par rapport à ce qui probablement pourrait être obtenu. Eh bien, on relève que cet écart, il est très nettement corrélé dans le monde aux défauts du système de santé et notamment aux défauts d'extension de la couverture maladie à l'universel, c'est-à-dire à l'ensemble des citoyens du pays. Ok, donc ça c'est un papier que je voulais citer quand même, mais qui donne. Donc, et là, on n'a plus le résultat de ce papier, c'est quand même 5 millions de morts qui sont imputables aux défaillances de couverture assurantielle de ces pays. Vous voyez que, en fait, en France et même comme aux États-Unis, c'est pas ça vraiment qui explique les défaillances du système de santé. Hein. Alors, j'en viens, et je vais finir là-dessus, j'en aurai pour 5 minutes. Ce graphique, ce fameux machin là où on voit la courbe enveloppe, ça permet d'expliquer avec pas mal de pédagogie quand même ce que l'économiste peut faire. Vous voyez, donc il y a le PIA qui est en dessous le PIB. Donc le PIA, il dépense la même chose que le PIB, mais il a un résultat d'outcome de santé. Hein, ça peut être autre chose que l'espérance de vie. On peut faire des mix, notamment qui soient plus spécifiques de l'efficience du système de santé lui-même, parce que dans l'espérance de vie, il y a plein de facteurs génétiques, etc., qui font que c'est pas un indicateur très spécifique de la qualité du système de santé. Donc, on peut avoir des indicateurs plus fins, plus spécifiques. Donc, le PIA, il fait beaucoup moins que le PIB. Voilà, c'est les États-Unis. Alors, qu'est-ce que c'est le rôle de l'économiste? Ben, éventuellement, c'est de dire ah ouais, ben, si vous êtes dans le PIA, vous vivez dans le PIA, alors oui, et que vous vous contentez de cet indicateur, de ce résultat d'espérance de vie, enfin, ou de qualité de sortie, d'output du système de santé, eh ben, vous pouvez faire beaucoup mieux parce qu'il y a des pays qui, avec beaucoup moins d'argent. Ça peut être une flèche, effectivement, et là, on retrouve la logique initiale. L'économie, ça fait faire des économies. Ça consiste à faire des économies parce qu'en fait, si on vraiment on se contente de ce niveau de résultat pour le système de santé. Cependant, on peut très bien dire aussi, et ça l'économiste il le dira aussi, attention, on pourrait très bien raisonner comme ça, si vous dépensez ce niveau de milliards d'euros, alors vous devriez obtenir ce niveau d'outcome. Et là, vous voyez un déplacement non plus horizontal, mais vertical, qui est tout à fait légitime dans la pensée des économistes. L'économiste, il veut pousser le système vers le haut, c'est-à-dire, compte tenu de ce qui est dépensé, obtenir vraiment ce que, par exemple, le PIB, dans ce cadre-là, arrive à obtenir. Et puis, on pourrait même aller encore plus loin, c'est-à-dire rien n'interdit, le discours économique, il n'élimine pas non plus ce mouvement-là, c'est-à-dire on est dans le PIA, on vise le PIC, c'est-à-dire qu'on dépense plus, mais on se déplace vers la frontière d'efficience. Là, on retrouve aussi ce que Nathalie a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les choix des trajectoires, la trajectoire à gauche, la trajectoire en haut, la trajectoire à gauche à droite mais montante, en fait, c'est pas l'économiste qui le choisit, c'est le politique. C'est le politique qui décide de viser à quelque chose. Alors, simplement, l'économiste, j'espère, il essaye
il identifie les points dans le système qui sont défaillants. Par exemple, l'installation des médecins, il y a quand même un gradient du double hein, entre la région PACA, c'est bien, c'est celle où je vis, mais, et le reste de la France. En termes de densité de médecins généralistes. On est dans un système qui produit de l'inefficience à cause de ce genre de décision ou de laisser-faire. Voilà. Donc, je crois voilà, que j'ai fait ma petite démonstration plaidoyer pour Alors, je ne serais pas forcément d'accord, moi, justement. Hein. Oui, j'aurais des choses à dire. Hein. Tu t'en doutes. Hein. alors, les amis, c'est formidable. Je voudrais juste dire une chose. Tout ça, c'est très joli. Sauf que à chaque fois, ça dépend des indicateurs et de la difficulté. La qualité des soins, c'est très difficile à mesurer. Donc, on peut faire des courbes d'efficience, des graphiques dans tous les sens, hein, quand même à faire les économistes. Mais on ne sait pas forcément mesurer, en fait, ce qu'on cherche à mesurer. Donc, il faut prendre ces études économétriques avec, à mon sens, beaucoup de prudence parce que… oui, mais il y a une progression du savoir, c'est-à-dire que année après année, on affine nos indicateurs, on intègre par exemple de la satisfaction des patients à la sortie des systèmes de santé, on intègre des qualités de vie en bonne santé. Et tu ne peux pas dire par exemple, Bruno, qu'il n'y a pas de renoncement aux soins pour maison médicale. Même le quotidien du médecin, qu'on ne peut pas taxer d'être des marxistes léninistes, reconnaissent qu'il y a du renoncement aux soins pour raison médicale. Et puis on a pour aussi raison financière. Pour raison financière, pardon. Pour raison financière. Je pense que c'est… Même l'adresse le mesure. Et on a aussi un système de soins aujourd'hui à deux vitesses. C'est-à-dire que les pauvres vont à l'hôpital public, ont des temps d'attente forts, etc. Et puis les riches vont dans le système privé, ils sont pris en charge beaucoup plus rapidement, etc. Donc, il y a aussi une médecine à deux vitesses. Plus rapidement, je ne sais pas. Parce que… Si tu peux payer les dépassements d'honoraires, tu vas tout de suite voir un cardiologue. Si tu ne peux pas les payer, tu attends 2 mois à l'hôpital public qu'un cardiologue puisse te recevoir. Non, parce que tu vas aux urgences et tu emboucanes les urgences. Après… Ça, effectivement, il y a beaucoup à faire sur les trajectoires, sur la prise en charge en premier recours des patients, etc. Mais c'est pas il faut aller dans le détail, dans la finesse du détail. Excusez-moi de vous couper, parce qu'il est 13h07. C'est passionnant. C'est passionnant. Je crois que peut-être vous êtes d'accord sur… Est-ce que vous serez d'accord sur cette idée que vous concluez là, justement, que l'économiste n'est pas là pour faire des économies de la santé. Sûr. On est tous d'accord là-dessus. Je trouve qu'il y a une très jolie phrase que vous êtes plutôt là pour contribuer au contrôle démocratique des citoyens sur leur système de santé. Ça serait ça votre rôle? À tous les deux. Là-dessus, vous pourriez être d'accord. Moi, je pense que contribuer d'une manière démocratique. Oui, l'économiste, mais de manière générale, il permet de mieux comprendre. Voilà. De mieux comprendre et du coup, de mieux, effectivement, choisir. Là-dessus, je serais d'accord avec Bruno. Après, les outils qu'on choisit peuvent ne pas être différés. Pour moi, c'est un contre-pouvoir il y a des pouvoirs partout, et des pouvoirs politiques, des pouvoirs médicaux. Les médecins sont souvent dans un système qui leur permet de faire valoir leurs droits, voire leurs intérêts privés de façon très efficace. Et donc, quand il y a des experts, alors il y a experts, mais quand il y a une expertise doublée avec, par exemple, des disciplines et ça peut être la sociologie, enfin, on n'est pas obligé de il y a des sciences sociales, il y a des statisticiens, des biostatisticiens. Des experts de terrain. Quand ces gens arrivent et donnent une expertise, c'est bien parce que ça permet au système d'avoir un regard exogène par rapport à d'autres personnes insérées dans le système qui, par ailleurs, sont partie prenante. Et, voilà. Et donc, pour ça, je pense que tu citais mon dernier slide, là où j'ai cité Montesquieu, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une division les bons systèmes, hein, c'est ceux qui partagent le pouvoir et qui ont un jeu de contre-pouvoir où
Voilà. Et l'expertise sciences éco, comme l'expertise sociologique, à mon avis, est une expertise utile pour contrer des pouvoirs. Je vais vous proposer. Alors, Monsieur Ventoux, parce que Nathalie, vous avez fait des propositions. Je pense que les propositions que vous avez faites, elles sont super. Voilà, vous les avez faites. Monsieur Ventoux, je vais vous poser la question à tous les deux. Demain, vous êtes ministre de la Santé. Voilà, et économiste. Vous proposez quoi comme proposition forte, réalisable, concrète pour les prochaines années, pour faire que l'économie de la santé soit incontournable et soit en faveur d'un système de soins pérenne et démocratique? Allez, moi, je commence juste parce que c'est dans la lignée de ce que… moi, j'ai deux mesures. Je fais sauter l'Ondam parce que ça n'a aucun sens de contrôler macroéconomiquement la dépense de santé. Il vaut mieux lui laisser bien sa flexibilité. Je m'intéresse à la liberté d'installation. Alors, quand je dis je m'intéresse, je n'ai pas dit que je la faisais forcément sauter, mais oui. je pense qu'il y a beaucoup à faire sur un maillage territorial de la médecine de premier recours qui soit bien plus efficace et bien meilleur que ce qu'elle est actuellement en France. Parce que je voulais rebondir. Quand je dis premier recours, ce n'est pas uniquement le médecin généraliste, c'est-à-dire que c'est un ensemble de… Tous les acteurs du soin du territoire. Voilà, il y a des kinés, de l'infirmière libérale, de la pharmacie, bien sûr, mais ça, c'est plutôt bon. D'ailleurs, le maillage territorial des pharmaciens est très bon. Bon, voilà, on peut travailler un peu… Il reste pas très. J'avais juste une question par rapport justement aux médecins généralistes. Il y a Monsieur Macron a fait des déclarations qui a mis un petit peu le feu aux poudres auprès de cette catégorie soignante, voulant bloquer leur mode de leur rémunération à 25 €. Vous dites bien, peut-être Nathalie Coutinier, vous serez d'accord, que les mécanismes financiers incitatifs ne changent rien et ne sont pas des leviers de correction des inégalités, des répartitions sur le territoire. Est-ce qu'il existe une proposition, ça serait vachement intéressant, qu'est-ce qui pourrait faire qu'on règle ce problème d'inégalité d'installation sur le territoire? Vous, les économistes. Je pense que ce n'est pas une décision d'économiste, justement. C'est là où c'est justement pas une décision d'économiste, c'est-à-dire que ça peut être la coercition, mais ce n'est pas aux économistes de le décider, c'est un choix forcément politique. Et puis ça ne marchera pas? Ça peut marcher, hein, mais après, c'est effectivement une mesure dure pour les jeunes médecins. Et puis, on sait, alors Bruno l'a démontré, mais c'est vrai qu'on le sait, que la pratique médicale des jeunes médecins a changé, enfin, ce qu'ils souhaitent comme pratique médicale, parce que c'est une profession qui s'est fortement féminisée aussi, et qu'on sait effectivement qu'il y a une préférence aujourd'hui des jeunes pour ces maisons de santé, ces maisons de soins, ces regroupements de praticiens. Et donc ça, c'est sûrement quelque chose vers lequel il faut aller parce que c'est un choix. Donc, l'économie ne peut pas dire grand-chose. C'est-à-dire qu'on voit bien que les mécanismes financiers ne fonctionnent pas. Hein, c'est le sociologue qui pourrait… Excusez-moi de vous interrompre, mais c'est le sociologue qui pourrait s'intéresser en fait à cette fameuse génération Z et à s'adapter à cette nouvelle génération et à répondre à leurs besoins selon ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire elles n'ont plus du tout les mêmes objectifs. Les mêmes aspirations de pratique. Voilà. Et ça, on ne l'a pas non plus anticipé, c'est-à-dire que les politiques n'ont pas anticipé cette nouvelle génération qui… Voilà, et on va pas non plus, si les médecins veulent l'ensoleillement, bon, alors il y a le réchauffement climatique qui va peut-être nous aider, mais on ne peut pas leur promettre qu'il fasse beau partout en France parce qu'il y a des régions où il fait moins beau que d'autres. C'est sûr. Est-ce que, juste pour la dernière minute, franchement, vous avez été super, hein. Moi, je vous remercie parce que c'est un sujet quand même très vaste. Vous avez respecté le temps imparti, vous avez fait des propositions, vous êtes… comme ça, mais ça, on n'en doutait pas une seconde. Est-ce qu'il y aurait des questions? Audrey, si tu as vu passer quelque chose. Thomas, si tu as pu voir. Moi, je n'ai pas pu voir. Et s'il n'y en a pas, eh bien, on va pouvoir conclure. Alors, moi, j'en avais posé au fil…
mais ça peut. Madame Coutinet, vous dites les dépassements d'honoraires, ça suffit. Du coup, c'est quoi votre proposition par rapport à ça? Parce qu'il y a Alors, quand même un modèle c'est très économique complexe. derrière. C'est très complexe parce que les dépassements d'honoraires, on sait très bien que ça a été utilisé aussi par le pouvoir politique pour pas augmenter la consultation, le tarif de la consultation qui a effectivement peu bougé depuis des années. Maintenant, on sait aussi que le dépassement d'honoraires, c'est quand même une façon d'exclure des soins un certain nombre de patients, et évidemment les patients les plus pauvres ou les moins bien couverts, hein, ça peut être les deux, mais du coup les moins insérés sur le marché du travail. Donc, je pense que là, il n'y a pas de mesure forcément immédiate, hein. Il faut sans doute revaloriser la consultation médicale de base, qui est, voilà. Alors, même si il y a quand même pour les praticiens beaucoup de rémunération qui est en dehors de juste la rémunération de la consultation, puisque selon le type de patients qui suivent, etc., ils ont des rémunérations supplémentaires. Et il faut sans doute réfléchir à la rémunération correcte d'un médecin généraliste ou d'un spécialiste, et surtout sur les spécialistes. Et après, effectivement, moi, je serais assez drastiquement opposée au dépassement d'honoraires, puisque, voilà, je pense qu'il n'y a pas… C'est évident que ça exclut. Après, alors, effectivement, on peut toujours aller à l'hôpital hein, quand on est pauvre. Comme dit Bruno, on va à l'hôpital public, on attend 8 heures, on est reçu effectivement par un cardiologue, mais si on est riche, on prend rendez-vous en ville et puis on est tranquille. Et ça, ce n'est pas acceptable pour moi. Donc, effectivement, je pense qu'il faut être peut-être un peu strict, mais que ça doit aller avec une revalorisation de la consultation médicale, Ouais. du conventionné, Moi, si vous voulez. Hein. Ça, c'est clair. je suis bien d'accord avec ce que Nathalie vient de dire. Et même quand on se compare aux autres, alors la médecine générale en France, l'écart entre le revenu moyen d'un médecin généraliste et d'un spécialiste, il est le plus grand en France par rapport à tous les autres pays européens. Par exemple, en Allemagne, le médecin généraliste, il gagne quasiment autant que le spécialiste. Donc, c'est une proposition, ça. Ça, c'est une… Moi, je pense que la question des dépassements d'honoraires, je me battrai ni dans un sens ni dans l'autre. C'est pas tellement ça qui compte. Ce qui compte, c'est la rémunération de base, les 25 euros. C'est pas tellement d'autoriser le médecin généraliste à être payé 30, à se payer 30 ou 40, mais il faudrait revaloriser encore plus ce qui d'ailleurs se fait quand même. Hein. Il y a des méthodes de rémunération en médecine générale qui sont nouvelles, comme par exemple la rémunération sur l'objectif de santé publique, qui permettent d'augmenter un petit peu le revenu du médecin généraliste, mais il faut aller plus loin dans ça et peut-être même prendre c'est-à-dire moins payer les médecins spécialistes libéraux. D'accord. Donc, diminuer cet écart, ou en tout cas, faire en sorte qu'il y a un delta moins important. D'accord. La deuxième question, c'était les indicateurs de qualité. Parce qu'en fait, je sais que M. Venteloup, il utilise ça, ou du moins, ils essayent de trouver des indicateurs de qualité. Et nous, dans ce collectif, on a beaucoup parlé de qualité du soin, ce que recherche en fait un soignant. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quels sont le futur par rapport à ça? C'est un serpent de mer et je pense que là, on est sur des travaux et des choses qui vont progresser avec le temps. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste. Je pense que le savoir est cumulatif et que, en tous les cas, les indicateurs qu'on retient, si on s'intéresse à la prévention, par exemple, on peut lister un certain nombre de choses. Par exemple, avoir son test hémoculte à partir de 50 ans, etc. Donc, ce genre de choses peut tout à fait contribuer à construire un indicateur de qualité dans le champ de la prévention. Dans le champ des séjours hospitaliers, je pense qu'il y a des travaux en ce moment qui essaient de mieux intégrer le regard du patient dans les indicateurs de qualité. Alors, c'est pareil, il faut toujours corriger parce que quand on demande aux gens sur une échelle de 1 à 5, vous étiez content de votre séjour hospitalier, ça n'a pas beaucoup de sens, mais on peut faire des enquêtes et il y a des outils
qui se développent pour mieux mesurer la qualité des séjours hospitaliers, à la fois à partir de données, je dirais, objectives de type pas de réadmission dans les 28 jours, etc., pas d'effets indésirables, pas de maladie nosocomiale chopée pendant le séjour hospitalier. Donc ça, c'est des indicateurs de qualité qui peuvent être construits d'emblée, mais on peut même les enrichir du discours, enfin de la sensibilité du patient. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut intégrer, systématiser dans des indicateurs. Il y a des travaux en cours là-dessus. J'avais une autre question, Thomas, si tu me permets, parce que je l'avais en tête tout à l'heure. On a un intervenant, Olivier Thomas, qui a conçu un logiciel d'éco-conception des soins. Je ne sais pas si vous connaissez ce logiciel. Non. Bon, c'est un logiciel qui peut permettre, c'est évidemment vertueux, hein, l'idée c'est pas de réduire la qualité des soins, mais c'est un logiciel d'éco-conception, d'optimisation. Hein, par exemple, pour une prothèse totale de hanche, on va optimiser l'ensemble des achats, etc., enfin des coûts, et ça amène en général à peu près à 30% d'économie. C'est un logiciel qu'il a créé, qui est en cours de création. Ça pourrait être très intéressant peut-être de vous mettre en lien avec lui. Il faut savoir qu'il sera là le 27-28 mars prochain, vous savez, à la restitution, parce qu'on va conclure là-dessus, la restitution de ce vrai Ségur. Il sera là. Je sais que Nathalie Coultinet, vous ne pouvez pas être là, malheureusement. Et là, je dois vous laisser parce que j'ai une réunion qui va commencer dans quelques minutes. Je vous avais dit une réunion à 13h30. Ouais. Merci beaucoup à vous. Merci infiniment. Salut, merci infiniment. Et donc, je voulais savoir, Monsieur Ventoux, si vous pouviez de manière présentielle, voire vidéo, être présent sur cette restitution. Parce que ça peut être très intéressant aussi d'échanger sur ce fameux logiciel. Le 27, c'est dimanche, là. Un dimanche. Ouais, non, je ne pourrais pas, mais… Et le 28, c'est un lundi. Non, mais je serai en… D'habitude, c'est pas le fait du dimanche qui me bloque, c'est que je serai à la montagne en train de faire des choses de ouf dans les montagnes, donc, mais pas avec un téléphone. D'accord. Ce que je voulais vous… Alors, et lundi, non. Donc, pas de possibilité. Le lundi, si, le lundi, je peux, le lundi. Oui. Ah, ben voilà, le lundi, vous pouvez. Mais ça, c'est une belle nouvelle. Donc, eh ben, écoutez, on va arrêter là. Je vous contacte en MP. On revoit ça parce que je pense que ça peut vous intéresser à la fois pour Monsieur Thomas et vous. Hein, voilà, éco-conception des soins, l'économiste. En tout cas, il est 13h22. Je vais me faire taper. Hein, on a dépassé un tout petit peu. Merci infiniment. C'était une session extrêmement intéressante. On va faire une restitution à la hauteur de ce que vous nous avez proposé. Et je vous dis au revoir, à très bientôt, au 28 mars, Monsieur Ventoux. Okay. Et au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.